Cette vidéo se veut le prolongement et la fin de la précédente. Cette fois, nous allons commenter non pas une, mais deux vidéos. La première est une courte vidéo émanant de France Culture, qui est une très courte interview d'un chercheur de l'IJN, Institut Jean Nicot, une succursale du CNRS, puis une vidéo issue d'un service universitaire, celui de la ville de Namur, qui montre comment Darwin est contesté et pourquoi il faudrait néanmoins, au final, adhérer à sa théorie. C'est parti pour la première vidéo. Do you believe in evolution, sir? Do I believe in evolution? I embrace the view that God created the heavens and the earth and the seas and all that's in them. Qu'est-ce qui nous prouve que l'homme n'a pas toujours été un homme et qu'est-ce qui nous prouve plus généralement que la théorie de l'évolution est vraie? L'évolution, c'est comme un film qu'on a perdu, mais en fait, on a retrouvé quelques images dans ce film. Ces images, c'est les fossiles. Et à partir de ces images, on peut reconstruire le film. On estime, à partir des données actuelles, qu'environ entre 10% et 20% des espèces qui ont existé se sont fossilisées. Ne nous attardons pas sur le petit début américain, les USA étant une terre plus accueillante au créationnisme que notre République française, et voyons la démonstration de ce jeune chercheur. Il a tout intérêt à ce que cette théorie soit vraie, car même s'il en vit chichement, il en vit, et compte plus tard baser toute sa carrière dessus, directement ou indirectement. Le milieu scientifique marche ainsi aujourd'hui que s'il lui venait à l'idée de remettre en cause la théorie de l'évolution, il serait aussitôt banni des instances scientifiques, privé de budget, ostracisé, ridiculisé. On croit que la religion est dogmatique dans le mauvais sens du terme. La science est totalement prisonnière de dogmes, toujours au sens négatif du terme. Et je vous encourage par exemple à voir comment Pasteur a eu un mal fou à imposer l'idée des organismes microscopiques. Aujourd'hui reconnu comme père fondateur de la microbiologie, les biologistes de l'époque, plutôt que de regarder froidement ses résultats, lui ont reproché d'avoir une formation de chimiste et de physicien et d'être un néophyte en biologie et en médecine. N'oublions jamais la dimension psychologique dans les recherches scientifiques. Ce jeune chercheur donc nous dit qu'il y a l'estimation suivante. Entre 10 et 20% des espèces ayant existé se sont fossilisées. Alors que le monde ait 4,5 milliards d'années ou 6000 ans, on se demande bien comment ceci peut être calculé. Heureusement qu'il y a le mot estimation au début de la phrase. Si toutes les espèces actuelles ou passées étaient toutes arrivées en même temps sur Terre, la probabilité qu'on observe les données fossiles pile dans le bon ordre, elle serait infinitésimale. On n'a aucune donnée fossile incohérente. Vous trouvez jamais un Homo sapiens moderne dans une couche géologique il y a 50 millions d'années. Jamais, même pas un seul, zéro. On n'observe jamais un lapin au paléozoïque. Jamais, même pas un seul, zéro. Aujourd'hui, on a plus d'1 million de fossiles qui ont été décrits. Sur ce million, il n'y en a aucun qui est complètement incohérent. Alors, on voit ici que nous avons quitté la science, il n'a pas fallu attendre longtemps. Première chose problématique, les datations. Autant avant, il y avait une petite prudence avec le terme estimation, mais on n'est plus là-dedans. Les méthodes de datation, même si elles semblent théoriquement solides, sont invalidées par le problème des contaminations. Ce que nous entendons par contamination est qu'il y a toujours une particule, un résidu d'une autre temporalité qui va venir invalider le calcul. Ainsi, dans la vie courante, il est impossible d'offrir un échantillon qui soit atomiquement pur et parfait pour la datation. Une expérience cruelle a ainsi été menée par des créationnistes américains suite à la fameuse explosion volcanique du mont Sainte-Hélène en 1980. Une roche issue du volcan, 7 jours après l'explosion, fut envoyée à 3 laboratoires pour datation. Le premier déclara qu'elle avait 200 000 ans, le second 300 000 et le troisième 800 000. La roche avait 7 jours. Voilà pour les méthodes de datation. Quand on vous dit « c'était il y a 50 millions d'années », sachez que c'est du bidon, on ne sait pas dater. La science croit qu'elle peut dater, mais ne peut pas. Donc lorsque ce chercheur nous dit qu'on ne trouve pas de lapin, pas un seul dans des couches géologiques correspondant au paléozoïque, il y a 2 problèmes méthodologiques. Premier, ça ne veut pas dire qu'il n'y en avait pas, on n'en a pas trouvé, c'est très différent. Et plus gros problème encore, le paléozoïque, cette ère géologique théorique qui s'étendrait entre moins 500 millions d'années et moins 250 millions d'années, n'est absolument pas prouvé. Je sors de la théologie un instant. Nous savons bibliquement que cela n'a pas existé puisque le monde a moins de 6000 ans. Mais passons sur un registre exclusivement scientifique pour réfléchir un instant. Aucune méthode de datation sérieuse
permettant de dater des roches ne me permet de conclure que le monde soit si vieux que le déclare la science. Donc jusqu'à preuve du contraire, le Paléozoïque n'a pas existé. On sait qu'il y a à peu près 50 millions d'années, il y avait une espèce qui fait partie de la famille des chevaux actuels, qui avait 5 doigts et non pas un seul, qui avait un visage beaucoup plus court que les chevaux actuels, qui était beaucoup plus petit, la taille d'un chien. Puis il y a 15 millions d'années, on trouve des nouveaux fossiles complètement différents, qui avaient la taille d'un poney, beaucoup plus grand, donc avec une tête beaucoup plus allongée, qui avait 3 doigts, dont 2 atrophiés qui touchaient pas le sol. Et puis il y a 3 millions d'années, on trouve des espèces qui ressemblent quasiment intégralement aux chevaux modernes, avec un seul sabot, la tête très allongée, d'une très grande taille, etc. Tout le ressort ici tient sur le fait d'avoir 3 types d'équidés dans des aires géologiques différentes et qui semblent montrer une forme d'évolution de leur taille qui va s'accroissant et du rapport entre nombre de doigts et sabots. Sachant qu'on ne peut pas du tout recevoir ce qui concerne l'échelle de temps, qu'est-ce que cela nous montre? 3 espèces, relativement proches sur certaines caractéristiques, divergent sur d'autres. Elles n'ont pas évolué pour se transformer à ce point, mais ce sont bien 3 espèces différentes créées par Dieu. On notera d'ailleurs que pour certaines descriptions anatomiques des sabots, il y a 5 doigts dans un sabot unique pour nos chevaux actuels. Il faut aussi faire attention à la notion de faux dans le cadre des autres fossiles. En effet, cela peut très bien être des fossiles authentiques, d'espèces réellement disparues, au cours du déluge ou éteintes naturellement, ou bien des faux. Nombreux sont les cas où les biologistes ou les paléontologues ont réalisé des faux afin d'acquérir renommée et succès. En effet, vous découvrez un nouveau type de dinosaure, c'est la gloire et la richesse pour vous. N'oublions jamais tout ce qui peut conduire quelqu'un à réaliser une découverte hostile à la Bible. Pour ça, il faut comprendre ce que c'est qu'une théorie scientifique. En science, on n'a que 2 types d'objets. Des observations directes sous nos yeux et ce qu'on appelle des théories qu'on n'observe pas directement, mais dont on observe les conséquences. Si vous avez perdu vos clés, vous allez élaborer la théorie selon laquelle elles ont glissé de votre poche quand vous étiez assis sous un banc précis dans un parc. C'est une théorie parce que vous n'observez pas directement vos clés tomber de votre poche. Maintenant, si vous allez sous ce banc et que vous trouvez vos clés sous ce banc, c'est une observation qui confirme cette théorie. Le statut d'une théorie en science, c'est exactement la même chose. Et la théorie de l'évolution, c'est une théorie parce qu'on n'observe pas directement. Mais aujourd'hui, on a accumulé un nombre incroyable d'observations qui confirment cette théorie, un nombre si grand qu'aujourd'hui, la théorie de l'évolution fait partie des théories scientifiques les plus solides de tout le domaine de la science. On voit ici que le chercheur essaie de contourner le caractère non observable, répétable et mesurable du darwinisme, c'est-à-dire son caractère non scientifique. Nous entendons bien évidemment ce que dit le chercheur. Une théorie étayée par des faits serait très solide. Sauf qu'on base tout sur des temps très longs qui ne sont pas prouvés, et Darwin demande des temps longs pour ces mutations. Alors, je répugne un peu à classer Moïse dans les théories scientifiques de cette façon-là, mais disons aussi que Dieu, créant tout en 6 jours, comme Darwin, nous ne l'observons pas, personne n'était là à la création parmi les hommes, mais nous en voyons tous les effets. Le nombre incroyable d'observations pour Darwin n'est rien comparé au nombre incroyable d'observations qui valident un modèle créationniste, la vie de tous les jours, tout simplement. Et pour ceux qui vivent avec Dieu, qui savent reconnaître tous ces petits clins d'œil, ces accompagnements, ces réprobations, la démonstration n'est plus à faire. L'exemple le plus connu, c'est les bactéries, la résistance aux antibiotiques. Il y a moins de 100 ans, Fleming a inventé les premiers antibiotiques, et aujourd'hui, on a déjà des bactéries qui résistent aux antibiotiques, et même qui résistent aux antibiotiques qui ont été inventés il y a beaucoup moins que 100 ans. Pourquoi ? Parce qu'elles ont évolué, elles ont changé. On n'a plus aujourd'hui les mêmes bactéries qu'on avait autrefois, parce qu'elles ont été sélectionnées par la sélection naturelle, liées à la présence des antibiotiques. Pourquoi vous devez vous vacciner tous les ans contre le virus de la grippe ? Pas une fois pour toutes, parce que le virus de la grippe, il change, il évolue sous l'effet de l'immunité acquise. Voici une fois de plus tout le ressort de l'évolution. On nous donne ici 2 exemples de micro-évolution indéniables et authentiques. Et parce que les bactéries s'adaptent, que le virus de la grippe mute, nous devrions croire à la macro-évolution. C'est là que cela bloque. Les bactéries restent des bactéries, elles ne deviennent pas des girafes. Le virus de la grippe mute, mais reste un virus de la grippe. Donc oui, ce chercheur a raison, nous constatons tout le temps des manifestations de la micro-évolution, mais nous contestons que ces phénomènes naturels impliquent un changement d'espèce.
Un exemple bien étudié, c'est celui d'une espèce de lézard en Croatie qui a été introduit sur une île sur laquelle il a dû changer son régime alimentaire. Son régime alimentaire d'origine était un régime essentiellement insectivore et sur l'île d'introduction, il a dû manger essentiellement des plantes. Les descendants de ces lézards, on a observé qu'ils avaient profondément changé. Leur système digestif avait évolué. Ils avaient une valve sécale qui permet de mieux digérer les végétaux. Ils avaient une capacité masticatoire plus grande. Ils avaient une modification de leur comportement. On voit déjà, en l'espace de 40 ans, on voit des phénomènes évolutifs très significatifs se produire. Donc, évidemment, 300 millions d'années, c'est d'un autre ordre de grandeur. Eh bien non, justement c'est pareil, cela reste toujours de la micro-évolution. Cela montre que la nature est absolument prodigieuse, mais le lézard magnifiquement optimisé à son nouvel environnement reste un lézard. Et nous avons ici une pure déclaration de foi en guise de conclusion par ce jeune chercheur. Sur 300 millions d'années, c'est un autre ordre de grandeur. Rien ne permet de l'affirmer. Si vous remettez dans 5 ans ce lézard dans son milieu d'origine, il y a tout à parier qu'il réévoluera selon les paradigmes de la microévolution pour redevenir plus ou moins ce qu'il était auparavant. Mais il restera irrémédiablement un lézard. Passons à la vidéo suivante qui recense les attaques et les doutes dont fait l'objet le culte darwinien. Charles Darwin naît le 12 février 1809. 50 ans plus tard, le naturaliste anglais publie son ouvrage sur l'origine des espèces. Il y expose la théorie de l'évolution des espèces par sélection naturelle. Depuis, la science accumule les preuves de l'évolution biologique. Les scientifiques comprennent de mieux en mieux comment la cellule, vieille de 3,7 milliards d'années, conduit à la grande diversité des organismes vivants. Dans le monde scientifique, l'évolution est un fait incontesté. La théorie darwinienne n'est pas du tout un fait incontesté. On pourrait aller consulter les sites créationnistes pour voir nombre de docteurs en sciences qui ne valident pas l'évolution darwinienne. Mais comme pour le réchauffement climatique, le Big Bang ou toute théorie scientifique dominante, porter à un avis divergent est source de danger. Mais dans les écoles, les enseignants éprouvent parfois des difficultés à expliquer le darwinisme aux élèves. Car la théorie darwinienne inscrit l'homme dans l'histoire de la vie et pose de manière inédite la question de son origine et de son identité. Ainsi, l'étude de l'évolution au cours de biologie suscite parfois des questions. Certains jeunes sont pris dans un conflit de loyauté entre leurs convictions et les faits scientifiques enseignés. Je crois que le débat se pose parce que nous avons pour la première fois, en Belgique comme dans des pays voisins, une vraie diversité à l'école. Les enseignants sont face à un obstacle nouveau, d'élèves qui vivent dans un milieu culturel qui n'est pas spontanément basé, je dirais, sur les mêmes héritages, les mêmes leçons que celles des enseignants, qui n'a pas forcément la même compréhension forgée au fil des générations de la place respective de l'école et de la place qu'on fait aux convictions dans l'école et en dehors de l'école. Et à ce moment-là, on peut avoir des conflits qui sont des conflits nouveaux, mais qu'il faut résoudre par la pédagogie. Une des grandes difficultés, sans doute, est de faire comprendre aux élèves que l'enseignement de la théorie de l'évolution, ce n'est pas une agression contre les convictions religieuses éventuelles de certains élèves. Les élèves, eux, ne sont pas soumis à la même pression. C'est pourquoi ils peuvent davantage s'exprimer. Ils sont libres, dans la limite de la subordination nécessaire à l'obtention d'un diplôme souhaité. Le contexte sociologique belge nous montre des jeunes femmes voilées pour nous faire comprendre que c'est l'islam qui pose problème ici. Le philosophe vient d'ailleurs pour dire que c'est ce nouveau public, qu'il ne nomme pas mais que l'image est parfaitement illustrée, qui n'accepte pas Darwin. C'est très intéressant ici de voir que le public avec un substrat chrétien a été sécularisé. Ce philosophe en fait nous dit « Nous avons réussi à gruger la plupart des chrétiens avec nos fariboles darwiniennes, mais nous rencontrons des difficultés avec les musulmans. » Selon leur éducation, ces élèves en conflit de loyauté ont des convictions religieuses plus ou moins ancrées dans le créationnisme. Le créationnisme, c'est l'ensemble des doctrines qui s'opposent à la théorie de l'évolution parce qu'elles seraient incompatibles avec l'enseignement biblique de la création du monde. Dans le créationnisme jeune Terre, Dieu a créé l'univers en 6 jours et la Terre n'a pas plus de 6 000 à 10 000 ans. Le créationnisme vieille Terre accepte l'ancienneté géologique de la Terre mais nie l'évolution biologique.
Enfin, revêtant l'apparence scientifique, une forme plus récente de créationnisme accepte une évolution, mais cette évolution serait dirigée par une entité supérieure. C'est le dessin intelligent ou intelligent design. D'après une étude de l'Université libre de Bruxelles, un étudiant bruxellois sur 4 se sentirait proche des thèses créationnistes. Rien de nouveau ici. Le reportage montre que certains croyants essaient de combiner des choses avec Darwin, ce qui est appelé créationnisme jeune Terre et la traduction maladroite de l'expression anglo-saxonne Young Earth Creationism, qui reprend la version officielle de la Bible. La Terre est jeune et a 6000 ans. Ensuite, vous avez deux versions compatibles avec le temps long, le dessin intelligent et le créationnisme vieille Terre. Ce sont des fariboles, je ne m'y étends pas. Pour le géologue et paléontologue Édouard Petit, le créationnisme résulte d'une grande ignorance en sciences. Et si on examine la distribution des fossiles dans les différentes couches géologiques, on peut en tirer toute une série de constatations. La première, c'est qu'on a un enchaînement logique dans le sens modification morphologique des différentes espèces, et ça a plusieurs types d'échelles. On parle fréquemment de macroévolution, de microévolution. La macroévolution, c'est, disons, les transformations majeures qui interviennent au niveau de certains grands groupes, comme par exemple le passage reptile au sens large vers les oiseaux. La microévolution, c'est la modification lente de certaines espèces. Et si je prends ce dernier point, on peut suivre, par exemple, dans des successions de strates géologiques, on peut parfaitement suivre des lignées évolutives au sein de certaines espèces qui se modifient lentement. On peut voir exactement la façon dont elles se modifient et établir donc ce qu'on va appeler des lignées évolutives et avoir donc une démonstration effectivement de la transformation de ces espèces. On nous resserre ici la vulgate évolutionniste en juxtaposant toujours microévolution et macroévolution. Les définitions sont académiques et correctes, bien entendu, microévolution pour l'intérieur des espèces et la soi-disant macroévolution pour changer d'espèce. Parmi ces espèces, l'humain est apparu il y a 6 à 7 millions d'années à partir d'un groupe de primates. Le neurobiologiste Philippe van den Bosch nous explique qu'il a évolué par paliers successifs pour aboutir voici 200 000 ans à l'Homo sapiens, l'humain tel que nous le connaissons aujourd'hui. Le facteur essentiel qui a permis cette évolution a été l'acquisition de la bipédie, modifiant le rapport entre la main et le cerveau. L'autre facteur qui est essentiel, c'est que cette bipédie a aussi restreint le périmètre pelvien. Et donc l'enfant humain, pour passer au travers du périmètre pelvien, doit être mis au monde plus tôt si on le compare avec la naissance chez les singes, par exemple les grands singes. Comme il est mis au monde plus tôt, son cerveau est moins développé et donc son cerveau est plus réceptif des messages venant de l'extérieur et donc il s'imprègne en quelque sorte de son environnement et c'est à la base de cette imprégnation que se construit un cerveau typiquement humain. Après ce rapide cours de science, se pose une question. Pourquoi les créationnistes n'acceptent pas les faits scientifiques ? Nous n'acceptons pas le darwinisme parce que ce qui vient de nous être présenté n'est pas de la science. Un homme fabule sur le début de l'humanité. Il trouve des bouts de crâne. Ce que vous avez vu est reconstitué et est un faux d'exposition. On trouve à chaque fois des fragments. Rien ne nous dit que la reconstitution est correcte. Ces gens-là se croient capables de reconstituer tout un film depuis quelques images ou une symphonie depuis quelques notes, mais quelle vanité! Et ils voient une possible évolution entre ces différents crânes reconstitués, là où nous verrons au maximum une forme de similarité. Oui, comme certains singes, nous avons 2 bras, 2 jambes. Nous sommes plus proches des singes que des lézards, soit. Mais cette proximité ne démontre pas, de façon absolue, qu'il y ait une parenté. Et après, on nous reproche de ne pas prendre ces divagations pour de la science et de ne pas accepter cela comme vérité. Vous vous rendez compte du toupet de ces gens-là ? Ils trouvent un bout de crâne à un endroit, un bout d'os à un autre endroit, et imaginent tout un ensemble de processus biologiques jamais démontrés, statuant que l'un n'a évolué vers l'autre. Et on nous dit que nous sommes crédules de croire à la résurrection du Christ. On se moque du monde. Pour mieux comprendre les enjeux, retraçons brièvement l'histoire des mouvements créationnistes. Le créationnisme naît aux États-Unis au lendemain de la Première Guerre mondiale. Il s'enracine dans les milieux fondamentalistes protestants, adeptes d'une lecture littérale de la Bible.
Dans plusieurs États américains, la théorie de l'évolution est ainsi bannie de l'enseignement pendant des années. Jusqu'au jour où la Cour suprême refusera cette intrusion de la religion dans les cours de sciences. S'ensuit une deuxième offensive menée par l'Institute for Creation Research. Les créationnistes revendiquent alors un enseignement équilibré entre créationnisme et darwinisme. Ce fut le cas dans les années 80 en Arkansas et en Louisiane, obligeant la justice à intervenir une nouvelle fois. Et donc, petit à petit, les créationnistes ont changé de stratégie et en particulier, ils ont adapté une autre définition qui est celle qu'on appelle dessin intelligent, EIN, hein, donc du projet intelligent, en disant, oui bon, on ne fait plus de référence à la Bible, puisque vous voulez que ce soit de la science, mais on dit que les organismes sont tellement complexes qu'on ne peut pas ne pas quand même imaginer qu'il y a eu un organisateur, un architecte, un ingénieur. Ils ne disent plus créateur pour essayer de ne pas faire trop biblique. Mais ce sont les mêmes, c'est le même mouvement. Et de toute façon, ces critiques de l'évolution au nom de la présupposition d'un être supérieur ont été démontées par tous les scientifiques sérieux. Par tous les scientifiques sérieux. Je vous laisse rire à gorge déployée quelques instants. Alors, le précédent reportage analysé voyait le créationnisme originaire de l'anglicanisme. Ici, il est américain et protestant. Bon, ça n'a pas beaucoup d'importance, mais le fait que l'orthodoxie ne soit jamais affiliée et identifiée au créationnisme montre combien l'orthodoxie actuelle est malade. En effet, cette lecture littérale de la Bible, qu'on reproche aux fondamentalistes américains, n'est jamais que celle des pères de l'Église. Nous expliciterons un peu plus loin les problématiques d'herméneutique patristique en commentant ce que dit un théologien, mais ce qu'il convient de retenir ici est que les protestants, et c'est un paradoxe inouï quand on y pense, sont les défenseurs les plus acharnés et admirables de l'herméneutique littérale patristique. C'est fou quand on y pense. Qu'est-ce que cela signifie et démontre ? L'orthodoxie aujourd'hui est malade de son mode d'enseignement théologique. Adossée à un système LMD et enserrée dans un paradigme universitaire, l'orthodoxie est aujourd'hui un milieu d'intellectuels, d'universitaires, de savants. Ce sont donc des penseurs qui insèrent l'enseignement des saints-pères dans un cadre académique. Pour que le LMD, LMD pour licence, master, doctorat, soit valide et reconnu par les autres cursus universitaires, vous imaginez bien qu'il faut montrer patte blanche. Ainsi, pour qu'une licence en théologie soit une porte d'entrée pour un master dans une discipline voisine, type histoire ou langues anciennes, il a fallu devenir moderno-compatible. Il a fallu se donner une caution scientifique. Et donc, il a fallu devenir compatible avec l'histoire officielle, avec l'archéologie officielle, avec la biologie officielle, etc., etc. Ainsi, il a fallu être compatible avec certaines fausses sciences créées pour discréditer le récit biblique. Je synthétise. Pour pouvoir dire de quelques niais qu'ils sont docteurs en théologie, et je n'attaque pas ici tous les docteurs en théologie, mais une bonne majorité quand même, nous avons dû jeter aux orties tout le récit de la création et toute l'histoire sainte environ jusqu'à l'époque d'Alexandre le Grand. Beau résultat que cet académisme. Paradoxalement, ce qui peut arriver de mieux à l'enseignement théologique orthodoxe est de sortir du cadre LMD pour retrouver sa sève nourricière patristique. En Pennsylvanie, un conseil scolaire imposera toutefois l'enseignement du dessin intelligent à côté de l'évolutionnisme. En 2005, au terme d'un procès, la justice cassera une fois encore cette décision. Malgré tout, aujourd'hui, le créationnisme fait toujours preuve de vitalité aux USA. Selon des sondages, une majorité d'Américains partagent les thèses créationnistes. En 2007, un musée de la création a été inauguré à Cincinnati. 27 millions de dollars pour présenter les thèses les plus farfelues. La Terre n'aurait que 6000 ans et l'homme aurait côtoyé les dinosaures. Voici l'extrait d'un reportage de France Télévisions. Ainsi, dans une sorte de paradis terrestre, une jeune fille cohabite gentiment avec un dinosaure. Or, selon les scientifiques, les dinosaures ont disparu il y a 65 millions d'années et les premiers hommes sont apparus il y a 150 000 ans. Les chrétiens ont eu l'habitude de courber l'échine, ils ont perdu beaucoup de batailles ces derniers temps. Eh bien c'est fini, ils vont se redresser et dire la Bible a raison, on va se battre au nom de Dieu. Et le créationnisme ne se limite pas aux États-Unis. Dans les années 80, il s'exporte dans le monde musulman. Après un coup d'État, la Turquie connaît une révolution culturelle. Le ministère de l'Éducation turc aurait ainsi fait appel à l'Institute for Creation Research américain.
Via des ouvrages traduits, le créationnisme est ainsi passé dans les cours de biologie. En 1997, changement de régime. Les thèses créationnistes sont expulsées en grande partie des cours de sciences, provoquant la réaction de la Fondation pour la science et la recherche, présidée par un certain Adnan Oktar, alias Harun Yahya, un fondamentaliste musulman. Bénéficiant d'énormes moyens financiers, ce prédicateur turc publie des centaines d'ouvrages créationnistes, dont l'énorme Atlas de la création, 7 kilos pour près de 800 pages de papier glacé. Comparant des photos d'animaux et de plantes d'aujourd'hui à celles de fossiles plus ou moins ressemblants et vieux de plusieurs millions d'années, Harun Yahya prétend invalider la théorie de l'évolution. Moi, je recherche la réalité. C'est vrai que Dieu aurait pu nous créer comme l'explique le darwinisme. Et il y a des milliers de fossiles qui montrent qui sont la preuve de la création. Si l'évolution était juste, il y aurait dû y avoir des milliers de fossiles intermédiaires. C'est vrai que jusqu'à présent, le darwinisme a su convaincre le monde entier en utilisant de bonnes pratiques. Et toute l'humanité se réveille aujourd'hui en se disant comment est-ce qu'on a pu croire en une telle théorie. La vitalité turque et américaine sont intéressantes à noter. Aujourd'hui, plus de la moitié des Américains sont créationnistes. C'est tout à l'honneur de ce peuple et est en partie le résultat d'apologistes qui ont su présenter avec talent les erreurs et les défauts de la théorie de Darwin. Le créationniste turc ici met le projecteur sur l'un des points faibles majeurs de la théorie de Darwin, les chaînons intermédiaires, les fameux chaînons manquants. En effet, pour qu'une sauterelle devienne une vache, il faudrait que nous trouvions des fossiles de sauterelles avec quelques caractéristiques de vache, une chimère mi-sauterelle, mi-vache, une vache avec quelques caractéristiques de sauterelle et enfin des fossiles de vache. Et ceci est valable pour toutes les espèces. Le gros souci de Darwin et des darwiniens est que nous n'avons jamais trouvé ça, uniquement des fossiles de sauterelles et de vaches. Il existe des fossiles intermédiaires. Si l'on prend par exemple l'évolution des oiseaux, on a un fossile classique qui a été découvert au début des années 1860, l'Archéoptérix, découvert en Bavière. C'est un intermédiaire, je dirais, réel entre un reptile et un oiseau. Par exemple, cet animal possède des plumes, donc c'est quand même un caractère très aérien. Il possède des ailes, il était capable d'effectuer des petits vols, mais il a gardé une mâchoire avec des dents de reptile, il a une queue reptilienne, et il a une morphologie générale qui est celle d'un reptile. C'est un premier intermédiaire. Il n'est pas unique. Ce passage est essentiel, crucial. Ici, l'animal Archéoptérix semble être un exemple de transition. Darwin en parle dans son ouvrage et ce scientifique nous en parle ici, ce qui semble valider le fait que ce soit l'argument darwinien peut-être le plus décisif. Nous avons un lézard qui commence à devenir un oiseau. Ceci nous est montré comme une preuve irréfutable. Fin de la discussion. Sauf que si vous allez voir la littérature évolutionniste, même chez eux, le débat est loin d'être clos. Certains le considèrent déjà comme un oiseau, avec des capacités de vol limitées certes, mais un oiseau. Il ne s'agirait donc pas d'un lézard devenant un oiseau, mais bien d'un oiseau. Et c'est un peu léger, monsieur le scientifique, de me faire lâcher ma Bible, parce qu'un oiseau a des caractéristiques de lézard. Dieu a créé une espèce de ce genre. Point final. Ce fossile intermédiaire bien connu n'aura pas empêché Harun Yahya de distribuer son atlas de la création à des milliers d'exemplaires dans les établissements scolaires européens. En réaction à cette offensive anti-évolutionniste en Europe, le Conseil de l'Europe adopte en 2007 une résolution sur les dangers du créationnisme dans l'enseignement. Le texte s'oppose fermement à l'enseignement du créationnisme en tant que discipline scientifique ou dans tout autre cadre autre que la religion. Il ne s'agit pas, et je voudrais le répéter ici, de porter atteinte à aucune croyance, à une foi ou à une religion. Mais les propos de ce rapport sont de faire une distinction claire et nette entre croyance d'une part et science de l'autre. On reproche au créationniste turc de distribuer gratuitement son livre.
Il est vrai que nos livres mensongers de sciences naturelles, nous devons les payer via nos impôts. S'il y a un scandale, c'est bien celui-là. Alors que répondre à cette députée européenne, Anne Brasseur, députée luxembourgeoise? Nous ne pouvons que lui répéter la chose suivante. Darwin, ce n'est pas de la science. C'est une théorie très improbable et qui est une insulte directe à la religion et à l'humanité. Nous sommes davantage ici dans le terrain du blasphème que celui de la science. Et le fait que vous combattiez contre toute tentative cherchant à rappeler que Dieu est créateur du monde, au moyen d'une théorie scientifique, font que nous nous retrouvons de facto ennemis au plan théologique et philosophique. Malgré tout, le texte sera rejeté par un tiers des parlementaires présents. Pour le Conseil de l'Europe, le créationnisme émane le plus souvent d'extrémismes religieux proches de mouvements politiques d'extrême droite. Des relais politiques favorables au créationnisme ont déjà été observés en Italie, aux Pays-Bas ou encore en Serbie. Or, le créationnisme risque d'introduire dans l'esprit des jeunes une grave confusion entre science et conviction. Maintenant, c'est la tarte à la crème de l'extrême droite. Ce reportage n'en est pas à une contradiction près, car le comble de l'humanisme est de croire que nous sommes des animaux soumis à des mutations aléatoires et que donc la morale est en fait une construction tout à fait humaine et arbitraire, tandis que le comble du fascisme et du nazisme, je frémis en prononçant ce mot, serait de croire finalement ce qui est écrit dans le texte fondateur du judaïsme. Donc croire les juifs sur la création, c'est être nazi. Je vous laisse méditer le paradoxe inouï de cette situation inattendue. Car les créationnistes font une lecture littérale de textes qui n'ont pourtant aucune prétention scientifique. L'analyse contemporaine des textes bibliques permet d'en montrer l'historicité et la pluralité, afin d'en tirer des interprétations théologiques. On ne peut pas dire que la Bible dise une chose de la création. La Bible a plusieurs discours sur la création dans différents genres littéraires. Et donc, la Bible, forcément, n'a pas un discours unique, si je peux dire. Et le fait même que la Bible n'ait pas un discours unique impose en quelque sorte de prendre du recul par rapport aux différents discours que l'on rencontre dans la Bible, pour tenter alors un effort d'interprétation en fonction de ce que l'on sait de l'histoire d'Israël. Nous avons ici un doyen de faculté, ce qui fait que nous sommes en plein dans ce que j'expliquais précédemment. Impossible d'obtenir un diplôme acceptable ensuite pour aller faire un cursus voisin si jamais vous dites que Dieu a créé le monde en 6 jours. Lui, il est dans l'encadrement de tout ce système, qui fait que Saint Basile de Césarée, Saint Jean Chrysostome, Saint Cyril et Saint Athanase d'Alexandrie, Saint Augustin, Saint Hilaire de Poitiers, j'arrête l'énumération, n'auraient jamais été reconnus comme des théologiens sérieux. Il est dans le système qui a perverti la théologie. Alors voyons maintenant ce qu'il dit. Je cite, « On ne peut pas dire que la Bible dise une chose sur la création. La Bible a plusieurs discours sur la création. » Ah que c'est fourbe. Certes, la Bible parle de la création à plusieurs endroits, mais jamais pour se contredire. Plusieurs propos, mais un seul récit. Tout en 6 jours de 24 heures. Vous ne trouverez jamais une autre version. Dieu l'explicite de plusieurs façons, au travers des textes, mais ceci est invariable. Il peut le dire selon différents modes, cela est parfaitement exact, mais son discours est absolument unique. 6 jours de 24 heures, il y a un peu moins de 6000 ans. Le recul sur l'interprétation nécessaire, bien évidemment, mais pas au prix de la littéralité. Comment les pères lisaient-ils la Bible? C'est-à-dire, comment le Christ avait-il enseigné que la Bible devait être lue? Chaque verset, chaque passage a plusieurs niveaux de lecture. Vous pouvez lire de façon littérale, mais aussi allégorique, mais aussi morale, mais aussi eschatologique. Mais la lecture littérale, lorsqu'elle est possible, n'est pas du tout invalidée, parce que d'autres niveaux de lecture sont disponibles. Les pères de l'Église furent les champions toutes catégories pour trouver justement ces divers niveaux de lecture. Lire les commentaires des pères sur un verset, un passage, un livre, c'est prendre un cours d'interprétation. Ils étaient des virtuoses dans cet exercice, mais jamais, au grand jamais, ils n'ont dit que le sens littéral était disqualifié, inutile, grotesque ou stupide. Jamais.
Par leur lecture littérale, les créationnistes confondent le registre de la science et le registre de la signification. Le discours explicatif de la science étudie le comment des choses. Le discours interprétatif de la philosophie et de la théologie s'interroge sur le pourquoi des choses. La connaissance scientifique n'est pas du même ordre qu'une conviction sur le sens de l'existence. Ce qui est important de voir, c'est que la science est un des discours qui vise la vérité. Et qu'à côté du discours explicatif, qui est le discours scientifique, il y a place, il y a même nécessité pour un discours qui se pose la question de la signification des choses. Pourquoi les choses sont-elles là? Et pas seulement comment elles fonctionnent. Alors, dans ce registre des significations, si vous voulez, il y a des philosophes qui se réfèrent à une transcendance, ce sont des philosophes qu'on dit croyants, comme il y a ceux qui refusent de se référer, plutôt qui ne se réfèrent pas à une transcendance, qui construisent leur système de signification sans se référer à une transcendance. C'est les philosophies athées. Ce passage est très intéressant. Le commentaire postule quelque chose de très fallacieux. Si c'est littéral, c'est scientifique. Mais c'est tout à fait incorrect. Un discours scientifique, à mon sens, serait « le cuivre fondu mélangé à telle chose devient fluorescent ». Si la Bible postulait ceci, et qu'en faisant l'expérience on s'apercevait que ça ne fonctionne pas, on pourrait conclure à un problème. Mais lorsque l'on lit la Bible de façon littérale, il n'y a pas grand-chose de scientifique, au sens où je l'ai défini. Joseph a été trahi par ses frères, c'est davantage moral que scientifique. Joseph est nommé vice-pharaon d'Égypte, c'est davantage politique ou historique que scientifique. Le récit de la création n'a pas de prétention scientifique au sens qu'il nous donnerait quelque chose d'observable, mesurable ou répétable. Nous ne sommes donc pas dans le domaine de la science. La science se caractérise par des observations objectives, vérifiables. C'est aussi l'étude des relations entre les causes et les effets. En cela, le récit de la création n'est pas scientifique, pas plus que la théorie de Darwin d'ailleurs. Ce philosophe parle de l'articulation entre le pourquoi et le comment. Alors effectivement, dans le récit de la création, le comment nous échappe. Dieu crée la lumière en parlant, et c'est tout. Ceci nous appelle à la modestie, nous n'en savons pas plus, c'est ineffable. Mais ici, le scientifique considère avec arrogance pouvoir prendre le relais. En même temps, il est bien en peine, à part via des tautologies vaseuses, de pouvoir expliquer ce qu'est le temps, l'espace, la matière, la lumière, la vie. Toutes ces choses que nous connaissons restent proprement inexplicables. Ainsi, le récit de la création est effectivement davantage tourné vers le pourquoi que le comment. Le pourquoi de tout ceci pointe vers la résurrection du Christ. Le pourquoi de tout ceci est en extrême condensé, quelque chose que vous connaissez parfaitement, mais que vous m'excuserez de reformuler. Dieu a créé le monde pour l'homme. L'homme était le joyau de sa création. Et l'homme a abandonné Dieu, séduit par les anges rebelles, et a chuté dans le péché et la mort, entraînant le monde avec lui dans sa déchéance. Pour sauver sa créature, tout en préservant la liberté de celle-ci, Dieu s'est fait homme afin de garantir une voie de divinisation pour l'homme, ce qui était le but initial de la création. Ce Dieu homme, c'est le Christ. Il est passé sur la croix pour racheter le péché de l'homme et est passé par la mort pour ressusciter l'homme avec lui et lui offrir la vie éternelle. Le récit de la création est donc fondamental. Nous n'avons aucun moyen scientifique de tester ce récit. Nous ne pouvons pas savoir scientifiquement s'il est vrai. Ce n'est que par la confiance absolue en Dieu et en son Église que nous pouvons définir que ce récit est la vérité. Certaines voix essaient de nous dire que le récit de la création emprunte un langage mythique, symbolique, allégorique, mais que cela ne s'est pas passé ainsi. Alors, il arrive néanmoins, ce récit, à nous faire comprendre la problématique de la chute et du salut. On pourrait alors se dire, bon, pourquoi pas? Dieu nous raconte une histoire pour nous faire comprendre le danger et la nécessité de suivre le Christ. Mais alors, je pose cette simple question. Pourquoi Dieu devrait-il passer par une histoire pour nous dire quel danger nous courons? Pourquoi ne peut-il pas simplement dire ce qui fut? Le problème de cette théorie qui essaye de ménager la chèvre et le chou est que cela fait de Dieu un menteur. Alors l'argument des défenseurs de cette position est de dire qu'il ne s'agit pas de mensonge, mais de condescendance divine. Dieu ne pouvait pas expliquer les choses trop complexes à de simples bergers inéduqués de l'Antiquité. La science nous dit que les plantes, par la photosynthèse, ont besoin de la lumière du soleil pour se développer. Ainsi, le soleil est apparu avant les plantes.
La Terre est apparue bien après les étoiles, les animaux sont venus bien avant l'homme, tout a duré plus de 6 jours. Si cela est vrai, quel problème pour que Dieu révèle tout cela à Moïse? Moïse était véritablement devant Dieu, et tout ce que Dieu lui aurait dit aurait eu pour lui la valeur de la vérité. Je ne vois pas Moïse dire à Dieu « Le monde a 4 milliards d'années, ça fait vraiment beaucoup, j'ai un doute. Es-tu vraiment Dieu ?» La condescendance, ici, est un bien piètre argument. Religieusement, en tant que chrétien, vous ne pouvez pas douter de la littéralité de la Genèse à cause de cette chaîne de causalité. Jésus est ressuscité des morts et est Dieu fait homme. Si vous ne croyez pas cela, vous n'êtes pas chrétien. Vous êtes le bienvenu sur cette chaîne, mais vous n'êtes pas chrétien. Jésus a toujours vécu sous la loi de Moïse, loi qui est codifiée dans les 5 livres que nous devons à Moïse. Il n'a jamais pris les choses de façon allégorique, mais a au contraire observé le texte dans sa littéralité, sur les prescriptions alimentaires, vestimentaires, etc. Ce texte, comme pour tout juif pieux, il l'a toujours considéré comme le texte de l'alliance entre Dieu et son peuple Israël. Cette alliance n'est pas basée sur un poème, sur une histoire, sur une parabole. C'est un texte de loi. C'est une alliance, c'est très concret. Et les 2 premiers chapitres de ce texte expliquent à l'homme sa création, et le 3e chapitre explique sa chute, très concrètement. Nous n'avons donc religieusement aucune raison de douter de la littéralité du texte. Scientifiquement, nous ne savons pas quel âge a le monde. Religieusement, nous savons qu'il a un peu moins de 6000 ans. Scientifiquement, nous ne comprenons pas comment la vie est apparue. Religieusement, nous le savons, car Dieu nous l'a dit. Mais nous n'avons pas de prétention scientifique sur ce texte. Par contre, nous savons, grâce à la religion, que la science officielle nous ment. Et nous savons que ce mensonge est lié à la grande lutte religieuse. Ceci n'est donc pas la manifestation d'un aveuglement, mais au contraire d'une grande lucidité. Dans cette distinction des discours, l'autonomie du savoir scientifique doit être respectée. Car l'athéisme méthodologique de la science garantit son efficacité explicative. La science se présente, et a raison, comme un discours qui s'impose à tout être rationnel. Mais la science ne dit pas tout de la réalité. Et alors, là, précisément, les discours philosophiques et théologiques sont des discours qui réfléchissent sur les significations, mais avec cette particularité, si vous voulez, c'est que au démarrage de ce qu'on appelle la modernité, quelqu'un comme Descartes, il pensait que par la raison, tous les hommes pourraient se mettre d'accord, pourraient arriver à une sorte de conclusion unique sur les significations aussi. Dans les faits, 3 siècles plus tard, ou 4 siècles plus tard même, on se rend compte que par la raison, on ne sait pas tous se mettre d'accord. Plutôt la raison, dans sa manière de penser le savoir, n'aboutit pas à une conclusion. Par exemple, est-ce que Dieu existe ou est-ce que Dieu n'existe pas? Eh bien, la raison est incapable de résoudre cette question. Il est bien dit ici que la science a un athéisme méthodologique. À la limite, on pourrait entendre que la science est un agnosticisme méthodologique. Car, je le rappelle, l'agnostique ne sait pas s'il y a un Dieu, l'athée dit qu'il n'y en a pas. Alors, je ne sais pas si vous voyez le caractère saugrenu de dire « Pour étudier la physique des fluides ou les nombres premiers, je pars avant toute chose du principe que Dieu n'existe pas. » Je veux bien entendre que pour étudier la physique des fluides, on dise que Dieu n'a pas grand-chose à voir là-dedans, que c'est un sujet neutre. Cet athéisme méthodologique est un bel aveu au final, et l'on nous dit qu'il garantit une efficacité explicative qui s'imposerait à tout être rationnel. Il nous semble davantage qu'il s'agit d'exercer sur les gens un chantage à la rationalité par voie d'autorité. Mais c'est une procédure d'intimidation, c'est tout. Ce n'est pas parce que quelqu'un est très doué en mathématiques ou en physique que vous devez prendre pour argent comptant tout ce qu'il vous dit. Car, répétons-le, le domaine de la science est sur des choses observables. Même si l'évolution était vraie, et que l'orthodoxie était une fiction, un odieux mensonge, la théorie de l'évolution des espèces ne pourrait toujours pas revendiquer un statut scientifique, car elle n'est pas observable, mesurable et répétable dans le cadre d'expériences. Dans le registre de la science, la raison peut conduire à des consensus scientifiques. La théorie de l'évolution en est un exemple. Mais dans le registre de la signification, la raison conduit à un irréductible pluralisme.
Et dans ce pluralisme, chacun a la liberté de choisir sa conviction, croyante ou athée. Les gens sont choqués, les gens se sentent des outsiders. Moi, je ne crois pas en Dieu. Je respecte parfaitement ceux qui croient en Dieu, mais je n'ai pas de référence. Je crois que les religions sont des créations humaines, pour le pire et pour le meilleur, parce que les êtres humains y ont tout mis. Et donc, le seul accès que nous ayons véritablement à la réalité, ce sont les progrès que fait la science. Maintenant, la science n'a pas il n'y a pas de défaut dogmatique dans la science. Il y a parfois des défauts dogmatiques chez les scientifiques, ceux qui croient que la science va tout expliquer, etc. Mais ça, c'est autre chose. Dans ma foi et dans mon expression théologique, je vais chercher à comprendre finalement le rôle que peut avoir Dieu dans cette création. Et personnellement, j'aurais tendance à le penser en termes de finalité, c'est-à-dire de but donné. Donc, ma conviction forte, ma foi, c'est de dire Dieu donne un sens au monde, donne une sorte d'énergie, d'impulsion, de but à l'existence, en général l'existence humaine en particulier, plus qu'un Dieu qui serait le bricoleur de la nature. Le problème ici avec ce pasteur est qu'il pense pouvoir faire du christianisme une sorte de grand buffet froid où l'on vient choisir des choses. Je prends un peu de ceci, je laisse cela de côté car j'aime moins, ça j'en prends plus car j'aime beaucoup. Il ne se permettrait pas la même liberté et la même frivolité avec une thérapie médicale. Il suivrait aveuglément les recommandations de son médecin, surtout s'il était atteint d'une pathologie grave. Ce n'est pas à nous de choisir et de faire le menu. La création ne peut pas être marginalisée. La création est la fondation de tout l'édifice chrétien. Sans elle, la croix et le tombeau n'ont pas de sens. Lorsque dans la Bible, et peut-être aussi dans la théologie catholique, on parle du Dieu créateur, on ne parle pas, à mon sens, d'abord d'un acte créateur qui aurait eu lieu au début. Au fond, théologiquement parlant, la création ne concerne pas le début du monde, c'est une lecture du monde, c'est une lecture de l'univers qui cherche à situer cet univers dans son actualité, en lien avec le Dieu auquel croient les croyants. Vous avez vu toutes les contorsions que fait ce doyen pour ne pas accepter le Dieu créateur ? C'est assez remarquable en soi de nier à ce point ce que dit le texte. Dire qu'il ne s'agit pas de commencement quand le premier mot du texte est justement dans le commencement, ceci nous montre la grande actualité d'un saint comme saint Siméon le nouveau théologien, qui eut fort à faire avec tous ces théologiens d'académie qui déjà à son époque faisaient étouffer la théologie dans le corset pédagogique de la pédanterie universitaire et du crétinisme académique. Le Dieu créateur, c'est le Dieu qui crée l'homme à son image, c'est-à-dire c'est une affirmation extrêmement forte de la dignité inaliénable de l'être humain. L'être humain est à l'image de Dieu. Si tu fais du mal à ton prochain, tu portes atteinte au principe même de la création. C'est quelque chose d'important et de central dans la création. La conception de l'homme en islam renvoie au fait que la réalité humaine est intimement liée à la réalité divine, en ce sens qu'un verset du Coran met en évidence que nous insufflâmes en lui de notre esprit, c'est-à-dire que tout être humain porte en lui le souffle du divin, ce qu'on appelle, si vous voulez, le souffle de vivance, c'est-à-dire cette réalité divine présente en l'homme qui lui donne, si vous voulez, sa dignité. Après avoir entendu les sottises d'un soi-disant catholique, on va aller dans le modernisme avec une femme rabbin et un imam. Alors bien que les pratiques juives permettent à une femme d'être rabbin, il y a très peu de femmes rabbins. Et donc aller interviewer une femme rabbin relève d'une volonté délibérée. Le plus probable était d'éviter le rabbin standard, anti-évolutionniste et littéraliste. Car, je vous le précise au cas où vous l'ignoriez, les rabbins ne croient absolument pas en Darwin et en la Terre de 4,5 milliards d'années. Cette femme rabbin rappelle néanmoins ce que le darwinisme fait perdre à l'homme, sa dignité de porteur de l'image de Dieu. Quant à l'imam, il est très représentatif de l'islam, puisqu'il n'apporte rien de neuf et ne fait que reformuler en moins bien ce qui a déjà été dit par d'autres, nous. Peut-on alors, dans une société multiculturelle comme la nôtre, enseigner la science sans heurter les croyances ? Si on distingue le registre du savoir de celui des significations, on peut être scientifique et croyant, explique Bernard Feltz. L'athéisme méthodologique de la science est compatible avec une éventuelle conviction religieuse dans le registre des significations.
L'athéisme méthodologique de la science n'est pas nécessairement lié à l'athéisme de conviction. Notre situation du monde actuel se caractérise par une pluralité culturelle tout à fait fantastique. Mais dans les faits, la science devient un incontournable et s'impose dans toutes les cultures. Et si la science est perçue comme une force qui lamine tout discours qui se rapporte à la transcendance, je pense qu'on est là dans un registre d'homogénéisation culturelle qui est redoutable. Or qu'au contraire, de montrer qu'il y a une compatibilité entre le discours scientifique et le discours théologique, ça permet un avenir prometteur, un véritable pluralisme culturel. Je pense que c'est un des enjeux majeurs des prochaines décennies, c'est de préserver un pluralisme culturel authentique. Voici la fin de ce reportage et de cette seconde vidéo consacrée au créationnisme et à la problématique darwinienne. Si vous vous penchez sur la théorie de Darwin, qui nous est toujours présentée comme une vérité scientifique absolue, vous découvrirez qu'elle fut entourée de certaines des plus grandes fraudes connues de l'histoire de la science. Ainsi, le biologiste Ernst Heinrich Haeckel, qui montra par des dessins anatomiques que tous les embryons et premiers stades de développement des fœtus de nombreuses espèces animales, ainsi que l'homme, étaient semblables, avant de se développer selon leurs caractéristiques propres. Selon Darwin, cette découverte était une des preuves majeures. Darwin déclara « Selon moi, l'embryologie est de loin la classe de faits la plus en faveur du changement de forme. » Un changement de forme pour évolution des espèces. Manque de chance ou, comme par hasard, tout était faux. Haeckel avait mis dans ses planches anatomiques uniquement des représentations d'embryons humains. Un embryologiste actuel déclare « C'est un des pires cas de fraude scientifique. Il est choquant de se rendre compte que quelqu'un qu'on croyait avoir été un grand scientifique induisait volontairement ses lecteurs en erreur. Cela me met en colère. Ce que Haeckel a fait était de prendre un embryon humain et de le dessiner en prétendant que la salamandre, le porc et tous les autres avaient la même apparence au même stade de développement. Ce n'est pas vrai, ces dessins sont des faux. » Fin de citation. Avant la génétique, il était courant chez les biologistes de voir chez les différents animaux et chez l'homme des points communs avec des implémentations différentes et d'en déduire un fameux ancêtre commun. Or, génétiquement, chez les animaux qui offrent des caractéristiques à première vue communes, telles que le nombre d'os dans un membre, on constate qu'ils ont tous des gènes très différents. Ainsi, ce qui est fascinant est que les gènes si différents, et qui donc invalident définitivement l'idée d'un ancêtre commun, puisqu'ils ne partagent pas de code génétique commun, arrivent néanmoins à produire des choses assez ressemblantes. C'est fascinant à observer. De même pour les organes. Selon le modèle évolutionniste, les organes d'espèces soi-disant parentes devraient se former de façon analogue. On constate génétiquement et en étudiant l'embryologie qu'il n'en est rien. Vous verrez aussi que les fameux chaînons manquants venus appuyer la théorie de Darwin ont toujours été des faux, tel le crâne de l'homme de Piltdown, représentant à une époque le chaînon manquant entre les singes et les hominidés. C'était en fait une mâchoire de singe associée à un crâne humain. Bref, cette théorie est scientifiquement fausse et défendue par des gens, la plupart du temps, malhonnêtes. Elle est aussi moralement problématique, car le darwinisme a été également le support de théories raciales, désignant par exemple l'homme noir comme un chaînon évolutif entre le singe et l'homme blanc. Nous autres monothéistes, nous sommes également monogénistes, c'est-à-dire que nous reconnaissons une seule origine à l'homme, Adam, au travers de Noé. Darwin est indéfendable scientifiquement, mais il est également indéfendable moralement. Voici une citation qui vous montre son souci des faibles et des petits. Je cite : « L'homme civilisé a un désavantage sur le sauvage. Chez les sauvages, les individus faibles de corps ou d'esprit sont promptement éliminés, et les survivants se font ordinairement remarquer par leur vigoureux état de santé. Quant à nous, hommes civilisés, nous faisons au contraire tous nos efforts pour arrêter la marche de l'élimination. Nous construisons des hôpitaux pour les idiots, les infirmes et les malades. Nous faisons des lois pour venir en aide aux indigents. Nos médecins déploient toute leur science pour prolonger autant que possible la vie de chacun. On a raison de croire que le vaccin a préservé des milliers d'individus qui, faibles de constitution, auraient succombé à la variole. Les membres débiles des sociétés civilisées peuvent donc se reproduire indéfiniment. Or, quiconque s'est occupé de la reproduction des animaux domestiques sait, à n'en pas douter, combien cette perpétuation des êtres débiles doit être nuisible à la race humaine. On est tout surpris de voir combien le manque de soins, ou même des soins mal dirigés,
amène rapidement la dégénérescence d'une race domestique. En conséquence, à l'exception de l'homme lui-même, personne n'est assez ignorant ni assez maladroit pour permettre aux animaux débiles de reproduire. Fin de citation. Comme ça, vous verrez que si Darwin croyait en Dieu, ce n'était clairement pas celui des évangiles. Concluons. La science, nous dit-on, ne veut pas venir scandaliser les croyants. Elle recherche juste la vérité. Eh bien, Darwin, c'est de la science, qui, tout en prétendant qu'elle ne s'intéresse qu'à l'étude des phénomènes du vivant, vient dans un seul et unique but, discréditer le récit biblique. Darwin nous dit que la mort est créatrice, que la mort, depuis des générations et des générations, perfectionne la vie. Cette théorie a des relents évidemment diaboliques. Le niveau de mensonge qu'elle convoque pour discréditer notre foi est phénoménal. J'espère que cette vidéo a augmenté votre immunité contre le virus darwinien qui a tué la foi de millions de chrétiens depuis l'épidémie survenue au XIXe siècle avec la parution de son anti-Bible. Si vous êtes en meilleure santé orthodoxe grâce à nous, abonnez-vous, mettez un pouce bleu pour nous aider à diffuser l'enseignement orthodoxe et à lutter contre le darwinisme. Merci et à bientôt.